On en a déjà parlé, être efficace seul, entre soi et soi, c'est l'une des conditions pour être efficace ensemble. Bien entendu, dans votre rôle de manager actuel, de leader actuel, et puis pour mettre en musique tout ce que vous apprenez, il est hyper important de continuer à vous interroger sur qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Donc quelques mots à propos du pourquoi. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, et vous le savez bien, on accepte de changer des éléments à l'intérieur de nous, on va parler de motivation plus tard, quand on sait à l'intérieur à quoi ça servira de faire différemment de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc à quoi ça sert d'être efficace? Pourquoi? Quelques mots à propos de nos croyances sur l'entreprise. Alors ici, résumé vraiment brièvement, des recherches qui sont plus profonde que ce que je vais vous dire ici, et dont vous pourrez trouver beaucoup d'éléments sur tous les articles qui vous sont fournis par ailleurs et qu'on vous encourage vraiment à lire. Au XXIe siècle, chacun de nous, on a un projet personnel, et vous particulièrement, parce que sinon vous ne vous seriez pas mis dans ce programme à changer, à sortir de votre zone de confort. Plus notre projet personnel a sens, est établi, et plus on commence à avoir envie de le mettre en relation avec un environnement ou avec un autre. Puis en face de ça, il y a le projet de l'entreprise. Notre projet personnel à nous, il est principalement basé sur l'environnement qu'on a su créer et donc sur nos qualités relationnelles. Certains d'entre nous avons choisi d'être plutôt seuls en interaction avec des programmes informatiques, avec des chiffres. Ça a été mon cas bien longtemps pendant que j'étais banquière. Je comparais des bilans. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont surtout du confort à être en interaction avec les autres. Et ça, vous vous reconnaîtrez assez vite. C'est l'un des objectifs des groupes de co-développement aussi. C'est de pouvoir regarder, tiens, je peux tout de même interagir avec quelqu'un qui a une carte du monde différente. Et l'entreprise en face, elle a aussi son projet d'entreprise, plus ou moins, espérons plus, surtout avec votre aide quand vous serez au comité exécutif, donc plus ou moins établi et dit, ce qu'on appelle souvent la vision de l'entreprise. Et ça, au démarrage, on va considérer que l'entreprise a un objet surtout basé sur des compétences techniques, le plus fréquemment en tout cas. D'ailleurs, quand vous êtes recruté, bien souvent aussi, on va regarder dans votre curriculum vitae les études que vous avez faites. Et ça, c'est bien la preuve on vous demande de prouver vos compétences techniques. Vous voyez, il y a une intersection entre l'entreprise et votre projet personnel. Et plus la zone d'intersection est vaste, plus il y a des chances que vous soyez à l'aise dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, et plus l'entreprise sache utiliser vos compétences. Donc, c'est comme ça qu'on doit être capable d'énoncer tout ce qui n'est pas écrit sur le CV, et en même temps d'aller chercher de la part de l'entreprise, mais dis-moi les trucs que tu m'as pas dit là. Dans les compétences techniques, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment ça fonctionne? La gouvernance, les manières d'interagir. Okay. Une difficulté supplémentaire qui est bien souvent vue en plus, et vous l'avez certainement déjà rencontré, ça c'est une des dissonances qui arrivent, que nous on rencontre quand on accompagne les managers, c'est qu'on vous demande à la fois d'être autonome. Donc débrouillez-vous, faites vous-même vos emails, prenez des responsabilités, participez à des réunions, venez parce que vous êtes invité, mais en même temps, si vous venez pas, vous décidez vous, j'ai autre chose à faire, ouais mais je vais manquer d'informations, comment est-ce que je peux trouver cette information? Toute cette autonomie qu'on vous demande. Et puis en même temps, on vous dit, si ça marche pas, c'est toi qui vas être responsable. En gros, il y a des boîtes qui fonctionnent un peu plus subtilement que ça. Donc comment on fait aujourd'hui pour régler ce dilemme d'intérieur qui est, j'y vais, je me mouille, mais en même temps, je sais que je vais être tenu pour responsable, accountable en anglais, parfois avec une sensation d'injustice parce que je n'ai fait que, me semble-t-il, appliquer des décisions qui m'étaient portées. Plus mon projet personnel est aligné, plus je me connais, et plus je suis capable d'aller chercher ce qu'est le projet de l'entreprise, moins ceci crée des dévers qui sont terriblement difficiles à vivre à l'intérieur de nous. On l'espère en tout cas. Alors c'est pour ça que, et c'est pareil, là je vous donne un résumé, et il y a beaucoup de recherches et beaucoup de textes très intelligents du Harvard Business Review ou de beaucoup de sources que vous trouverez sur le lieu de ressources qui vous est aussi proposé. Pour ça qu'on sait que si on regarde l'individu, l'équipe et l'entreprise, il y a des points focaux très importants
qui relèvent des soft skills, encore une fois, et je vous les décrire brièvement. Donc on sait que la réussite d'une personne va vraiment dépendre de sa capacité à se connaître et à s'apprécier. Et s'apprécier dans le sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire appreciate, être capable d'évaluer, mais aussi de s'apprécier. Nous sommes très durs avec nous-mêmes, bien plus que d'autres gens à l'extérieur. C'est nous qui passons notre temps à nous dire « j'ai pas assez bien fait, c'est pas bien, c'est pas ok ». Apprendre à être juste dans notre évaluation. Je ne suis pas parfait et en même temps, il y a une partie de ce que je fais qui fonctionne. Apprendre à être capable d'aller chercher de la part des autres un retour, du feedback, plus tard on en parlera dans le cours de ce programme, est une des clés pour asseoir qui nous sommes et aussi pour pouvoir changer. On dit s'améliorer. Mais au moins, pas pour la course à l'amélioration, ça c'est une drôle d'histoire, mais au moins pour dire ouais là je fais bien, puis là bah, je suis d'accord, il y a des choses que je fais pas très bien. Soit je vais l'admettre, soit je vais m'appuyer sur des gens qui le font mieux que moi. Dans une équipe, c'est la même chose. Soit on est un patron qui dit tout le monde devrait être au top. Pouh, vous en connaissez des équipes comme ça, vous ? Soit on est capable de faire émerger de la part des membres de l'équipe leur propre appréciation, de pouvoir créer des lieux très formalisés dans lesquels il y a de l'appréciation qui s'échange, du feedback en bon français, et de pouvoir proposer à l'autre, tu sais, pour mieux travailler avec moi, voilà comment j'aimerais que tu travailles. Mais ça ne veut pas dire, on dit bien proposer, ça ne veut pas dire à l'autre, pour bien travailler avec moi, tu dois changer, parce que ça, c'est pas tolérable. Donc c'est assez subtil et assez compliqué. Toutes les équipes avec lesquelles nous travaillons, nous passons beaucoup de temps à faire en sorte que la connaissance mutuelle s'amplifie, parce que quand on ne se connaît pas, on fait un repli d'identité, on a la trouille, on ne se parle pas. Okay. Et puis enfin, l'entreprise a un rôle, et ça, quand vous allez être dans des comités exécutifs, a un rôle d'être attentif à mettre ceci en musique, okay, d'une manière formalisée. Parfois, les entreprises, surtout dans la course là, dans laquelle on est, pensent que tout ceci, ça c'est en plus. Eh ben non. Eh ben non, tout ceci en plus, tous ces ajustements de comment les gens peuvent travailler efficacement ensemble, c'est pas la cerise sur le gâteau, la crème, quand on a réussi à faire notre EBITDA et que tout va bien. Au contraire. Nous, on est souvent appelés en pompier quand ça marche pas. Et on recommence sur ces basiques-là. Et la vision, la technique, l'amélioration des processus industriels, en général, ça, vous savez très bien le faire, ça marche bien. Par contre, l'affinage de comment je fais pour avoir moins peur de mon voisin, d'abord, il faut que je prenne conscience du fait que j'ai peur de lui. C'est pas évident, hein. Comment je fais pour avoir moins peur, faire en sorte que lui, il accepte de collaborer, c'est-à-dire qu'il garde moins sur son territoire ce qu'il a, ça, c'est l'entreprise qui devrait le mettre en route. Alors, il y a des boîtes qui fonctionnent très bien. Je pense que vous en connaissez certaines, on vous en présentera plusieurs, et sur lesquelles les modes relationnels et les modes communicationnels sont très précisément observés, décryptés, et il y a beaucoup d'attention qui est portée à ça. Quelques mots sur les différentes situations de communication. Je ne vais pas toutes les passer en revue, vous pouvez vous les regarder et vous dire que il y en a certaines avec lesquelles vous êtes à l'aise, certaines que vous connaissez, et il y en a certaines, j'en veux surtout pas. Eh bien, peut-être qu'en groupe de co-développement, par exemple, il serait intéressant de vous intéresser à certaines de ces situations, telles que je les décris ici, on fait à peu près le tour dans ces différentes situations. Et celles-là, mais c'est pas mon rôle de patron. Et si ? Et si ? Elles sont ici résumées, d'après à nouveau des recherches. Par exemple, tenir compte des problèmes personnels. Ah ben non, pensent certains d'entre vous. Moi, je suis pas une assistante sociale. Les problèmes personnels, on les laisse à la maison. Quand vous réfléchissez, est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez demander à quelqu'un d'arriver, de se vider la tête et d'être complètement efficace sur ces chiffres ? Vous savez bien que c'est pas vrai. Et vous, en tant que manager, si vous créez un moment où il est possible qu'il y ait un peu d'expression de ce avec quoi la personne arrive, mais pas non plus un débordement total, je comprends bien qu'on soit inquiet d'un débordement, alors la prise en compte de ces problèmes, de ce que la personne est, va sans doute lui permettre de se reconcentrer sur ce que vous lui demandez de faire, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes devenue assistante sociale. Il y a des gens formés pour ça, et puis on n'a pas le temps. Agir sur les motivations, on reparlera des motivations plus tard. Donc vous pouvez regarder dans cette série de propositions tout ce que vous avez à faire qui, à ma connaissance, ne relève pas de ce pourquoi vous semblez avoir été embauché, c'est-à-dire le corps de votre travail. Prendre des décisions, comment est-ce qu'on prend des décisions ? On y reviendra.
Un dernier mot dans cette séquence à propos de la motivation. Je suis intimement persuadée de ça. Vous savez, on parle de la motivation. Dans les années 80, il y avait plein de théories sur la motivation. En fait, on ne peut pas motiver quelqu'un. Ça, vous pouvez donner un peu plus d'argent, si vous en avez, ce qui est de moins en moins fréquent. Et assez rapidement, ce qui lui a donné « Oh yeah, j'ai eu un peu plus d'argent », au bout d'un mois, 2 mois, ça va devenir normal. C'est très bien étudié par Herzberg, par des gens comme ça. Ça n'a plus de motivation pour lui. Par contre, notre job, qui est beaucoup plus intéressant à mes yeux, c'est de créer les conditions pour que cette personne se motive à changer, se motive à négocier, se motive à interagir et se motive à faire quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire, mais qui est compris dans la stratégie de l'entreprise. Donc il est important de vous poser des questions, et vous aurez des clés pour ça, sur mais qu'est-ce qui le motive lui, hein? Parce que le deuxième élément très important, c'est qu'une fois que vous avez la sensation que la personne démarre, eh bien, elle va demeurer motivée, non pas sur les mêmes ressorts que les vôtres, mais sur les siens. Donc certains d'entre nous, par exemple, avons besoin d'être en relation, d'être ensemble. Et ça va nous faire avancer. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont envie, je vous donne des exemples, d'avoir un travail bien fait, de savoir que A est entraîné par B, qui est entraîné par C, etc. Ce sont des besoins différents. Si moi, je suis quelqu'un qui aime la relation, qui aime l'interaction et le challenge, et qui suis moins intéressé par A entraîne B, entraîne C, mais que vous allez vous dire, ah ouais, je vais me mettre au travail parce que je vois maintenant où on va, A entraîne B, entraîne C, et que vous avez un manager qui dit, oh, on verra bien comment on y va, paf, différentiel, qui fait que vous allez y aller en traînant les pieds au mieux, ou bien vous allez commencer à critiquer le manager, c'est pas OK. Donc c'est très important d'avoir des clés, vous en aurez, pour s'interroger sur mais qu'est-ce qui fait bouger l'autre ? Vous savez, sa carte du monde dont on parlait. C'est pas du tout pareil que moi, ça me motive, j'ai besoin de ça, donc je vais le donner à tout le monde parce que tout le monde a besoin de la même chose. À chaque fois que vous avez à faire quelque chose de difficile à d'autres personnes, interrogez-vous, prenez un peu de temps, interrogez-vous sur mais lui là, de quoi il a vraiment besoin ? Plutôt que je vais lui donner ça parce que moi, si j'étais à sa place, j'en aurais besoin. Besoin. C'est tellement important. Okay. Puis alors en plus, une fois qu'on a compris, imaginez que vous ayez une équipe qui tourne, qui soit rodée, si tant est que ça demeure, c'est pas très fréquent, hein, ça dure pas longtemps en tout cas. Eh bien, une difficulté encore supplémentaire, hein, c'est pas une discipline facile, hein, le management et la communication interpersonnelle. Eh bien, c'est qu'une fois que vous avez compris comment quelqu'un fonctionne, si vous appuyez trop sur ce levier-là, ça va assez généralement avoir un effet inverse. Donc en plus, la subtilité va être demandée. Puis il y a des fois, on est fatigué aussi, hein, comme je vous le disais. C'est fatigant. Des fois, on tombe à côté, c'est pas grave. Donc connaître l'autre, connaître ses motivations, être certain qu'on n'appuie pas sur nos propres facteurs de motivation, mais par contre qu'on est capable de les énoncer, hein, pour qu'eux aussi ils sachent venir vers nous. Et puis ne pas utiliser des grosses ficelles constamment. Voilà 3 points qui sont vraiment très importants à chaque fois qu'on a quelque chose de difficile à embarquer. Tout ça, avec des clés que vous allez avoir de plus en plus, ce sont des préalables pour s'exercer à d'autres comportements, à faire différemment. Et puis en fait, d'autres comportements, j'essaye quelque chose de différent, mais si c'est trop facile, j'essaie quelque chose de différent, mais si ça marche pas, ça sera pas pire qu'avant. Avant, on fonctionnait sans connaître toutes ces clés-là. Donc, allez-y, tentez. Et dans les groupes de co-développement, vous allez voir, ça fonctionne.